Cette expérience m'a été envoyée par une auditrice qui s'appelle Isabelle. Elle vit dans un village côtier de Veracruz, au Mexique, et quand j'ai lu son message, je n'ai pas pu le croire. Elle dit que pendant plusieurs mois, elle a eu des visites chez elle qui l'ont menée à la limite de la raison. Si jamais tu as ressenti que quelque chose t'observe chez toi, laisse un commentaire pour me le dire. Cela m'importe beaucoup de connaître vos expériences. Isabelle est mère célibataire, elle travaille depuis chez elle et vit avec ses 2 enfants. Ce qui a commencé comme de petits événements inexpliqués est devenu quelque chose qui l'a obligée à prendre des décisions drastiques. Voici son histoire, et c'est le genre d'histoire que tu devrais écouter avec les lumières allumées. Lorsque j'ai emménagé dans la maison de Salina Cruz, je n'avais pas beaucoup d'informations à son sujet. Je l'ai trouvée sur Internet à un prix qui aurait dû me donner un signal d'alerte dès le départ. C'était une petite maison, de plein pied, située dans une rue tranquille près de la plage. 3 chambres, une cuisine, une salle de bain. Pour moi et mes 2 enfants, Santiago, 7 ans, et Lucia, 5 ans, c'était plus que suffisant. J'ai emménagé en février. Le temps était agréable, doux. L'odeur de la mer arrivait par les fenêtres, surtout le matin. Une odeur salée et fraîche que j'adorais. La maison avait un petit jardin à l'arrière, avec un grand arbre à mangue qui faisait de l'ombre presque toute l'après-midi. Pour les enfants, c'était un paradis dès le premier jour. Les 2 premières semaines ont été parfaites. Je rangeais mes affaires, réorganisais les meubles, découvrais le quartier. Les voisins étaient aimables, bien que j'ai remarqué que lorsque je mentionnais dans quelle rue je vivais, certains changèrent d'expression. Un changement très subtil, presque imperceptible, mais je l'ai remarqué. Une voisine, Madame Consuelo, quand je lui ai donné l'adresse exacte, est restée silencieuse un moment puis a dit « C'est bien que tu ne sois pas seule alors, que tu as les enfants ». Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, je ne voyais rien d'étrange dans la phrase. Les premiers événements ont commencé la 3e semaine. Ils étaient petits, si petits que je les ai complètement ignorés au début. Des choses qui pourraient avoir des explications simples si on les cherche. La première chose fut la cuisine. Je suis arrivé un matin pour préparer le petit déjeuner et j'ai trouvé toutes les poêles sorties des meubles et alignées sur le sol, une à côté de l'autre, formant une ligne parfaite depuis la porte de la cuisine jusqu'au mur du fond. J'ai pensé que Santiago les avait sorties en jouant pendant que je prenais ma douche. Je lui ai demandé et il a nié. J'ai demandé à Lucia. Elle a également nié. Aucun des 2 ne savait comment sortir les poêles du meuble inférieur car je l'avais toujours fermé à clé. Ce matin-là, la clé était ouverte. Je l'ai laissé passer. Le 2e événement a eu lieu 2 jours plus tard. Je suis allé dans la chambre des enfants avant de dormir et j'ai trouvé Lucia en train de parler avec quelqu'un. Elle était assise par terre, de dos à moi, la tête inclinée comme si elle écoutait. Je l'ai appelée. Elle s'est tournée vers moi et a demandé ce qui se passait. « Avec qui parlais-tu » lui ai-je demandé. « Avec la dame » dit Lucia, avec toute la naturelle du monde. « Quelle dame » ? « La dame qui vient la nuit, celle qui sent les fleurs. » Je me figeais. Je lui demandais à quoi ressemblait cette dame. Lucia réfléchit un moment puis dit « Elle est grande. Elle a les cheveux très longs et les yeux très foncés. Elle s'habille en blanc. » Je lui demandai si elle la voyait à ce moment-là. Lucia regarda dans le coin de la pièce, juste derrière où j'étais debout, et hocha la tête. Je me retournai immédiatement. Il n'y avait personne. Le coin était vide. Mais l'air là-bas se sentait différent, plus froid, et il y avait une odeur très faible de fleurs. Une odeur douce qui ne correspondait pas à l'ambiance marine de la maison. Cette nuit-là, je ne dormis pas bien. Au cours des jours qui suivirent, les événements s'accumulèrent. Toujours petits, toujours à la frontière entre ce qui pourrait être une coïncidence et ce qui ne l'était pas. Les portes de la maison semblaient ouvertes quand je les avais fermées. Pas brusquement, pas comme si quelqu'un les avait ouvertes avec force. Elles étaient simplement ouvertes quand j'entrais dans une pièce. Comme si quelqu'un était entré calmement et les avait laissées ouvertes derrière lui. Le miroir de la salle de bain a commencé à s'embuer d'une manière étrange. Pas le type de vapeur qui se produit quand tu prends une douche. Il s'embuait sous la forme de doigts, comme si quelqu'un avait posé les mains contre le verre de l'intérieur. Motif clair. 5 doigts, étendus, pressés contre la surface. Toujours de la même taille, toujours au même endroit. Les enfants ont commencé à mal dormir. Santiago m'a dit qu'il entendait des pas dans le couloir la nuit, des pas légers, pieds nus, qui s'arrêtaient juste devant la porte de sa chambre. Lucia continuait à parler avec la dame. Chaque matin, quand je lui demandais de quoi elle parlait, elle me répondait toujours la même chose. Elle me raconte des histoires.
Je suis allé voir Madame Consuelo. Je lui ai demandé directement si elle savait quelque chose sur la maison où elle vivait, sur son histoire. Doña Consuelo m'a invité à m'asseoir. Elle m'a préparé un café. Et avec une expression sérieuse, elle m'a raconté l'histoire. La maison avait été habitée par une famille pendant de nombreuses années. Une mère et ses 3 enfants. Le père était mort depuis longtemps. La mère, une femme nommée Esperanza, a vécu seule avec les enfants jusqu'à ce que les fils grandissent et s'en aillent. Après cela, Esperanza est restée seule dans la maison pendant plusieurs années de plus. Doña Consuelo fit une pause. Esperanza est morte seule, dit-elle. Personne ne sait exactement quand. Quand les voisins ont remarqué qu'ils ne l'avaient pas vue depuis plusieurs jours, ils ont appelé la police. Ils l'ont trouvée dans la maison, dans le jardin, sous le manguier. Je déglutis. Ils disent qu'elle est là depuis longtemps, continua Doña Consuelo. Plusieurs semaines au moins. Personne ne lui rendait visite. Personne ne l'a cherchée. Je lui ai demandé quand cela s'était passé. Il y a environ 8 ans. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre avait vécu dans la maison après Esperanza. Doña Consuelo me regarda avec une expression que j'ai essayé de ne pas trop lire. 2 familles ont vécu ici. L'une est partie après 1 mois. L'autre a duré 3 semaines. Pourquoi sont-elles parties? Ai-je demandé. Doña Consuelo n'a pas répondu directement. Elle a juste dit « Tu es la première à être restée si longtemps ». Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un poids dans l'estomac. J'ai regardé le jardin par la fenêtre. L'arbre à mangues était là, grand, tranquille, avec ses feuilles se mouvant doucement au gré du vent marin. Un bel endroit. Un endroit où, selon Doña Consuelo, Esperanza était morte seule, sans que personne ne lui manque pendant des semaines. Cette nuit-là, j'ai décidé de prêter attention à ce qui se passait. Pas exactement par peur, mais avec une attention que je n'avais jamais eue auparavant. Si quelque chose était dans la maison, j'avais besoin de comprendre ce que c'était et pourquoi c'était là. À 2 heures du matin, un bruit m'a réveillé. Pas un bruit fort, un bruit doux, répétitif, comme quelqu'un marchant lentement dans le couloir. Des pas légers, nu-pieds, qui parcouraient le couloir d'un bout à l'autre. Je me suis levé du lit et je me suis penché à la porte. Le couloir était sombre. La seule lumière venait de la petite lampe de chevet que j'avais allumée près de la salle de bain. Je ne vis personne, mais l'odeur était là. L'odeur de fleurs, douce, pénétrante, impossible à ignorer. Et il y avait quelque chose d'autre, sous l'odeur de fleurs, quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Une odeur que je ne voulais pas identifier. Je restais à la porte, immobile, écoutant. Les pas s'arrêtèrent devant la chambre des enfants. Et alors j'entendis quelque chose qui me fit fermer les yeux très fort. Une voix, douce, presque un murmure. Une voix de femme qui parlait très doucement, comme si elle racontait une histoire. Je ne pouvais pas comprendre les mots, juste le ton. Un ton doux, maternel, comme celui que l'on utilise quand on veut endormir un enfant. J'attendis. J'écoutais pendant plusieurs minutes. La voix continua, douce et constante, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne lentement, comme si la personne qui parlait s'éloignait lentement sans que j'entende ses pas s'éloigner. Le lendemain matin, j'ai vérifié les enfants. Tous 2 dormaient profondément, plus profondément que d'habitude. Quand je les ai réveillés pour aller à l'école, Santiago m'a dit qu'il avait fait le meilleur rêve de sa vie. Il m'a raconté une très belle histoire, dit-il, encore à moitié endormi. Madame, ai-je demandé. Santiago a ouvert les yeux et m'a regardé avec surprise. Toi aussi tu la connais, maman? Les événements ont continué au cours des semaines suivantes. Ils se sont intensifiés peu à peu. La dame, comme les enfants l'appelaient, était de plus en plus présente chaque jour. Lucia la voyait plus souvent. Santiago l'écoutait. Je la sentais. Un jour, je suis arrivé dans le jardin et j'ai trouvé des fleurs. De vraies fleurs, physiquement dans le jardin qui n'étaient pas là le matin précédent. Elles n'étaient pas plantées dans la terre. Elles étaient simplement là, soigneusement placées sur le sol sous le manguier. Un petit bouquet de fleurs blanches que je ne reconnaissais pas. Elles sentaient exactement comme l'odeur que je ressentais dans la maison la nuit. « Pourquoi es-tu resté ?» dit-elle. Je lui ai répondu sans réfléchir, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. « Parce que mes enfants sont heureux ici. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, avec une expression qui changea subtilement, de solitude à quelque chose de plus proche de la compréhension, elle dit « Les enfants voient toujours ce que les adultes ne peuvent pas voir. »
Et puis elle sourit. Un petit sourire, triste, mais réel. Après cette nuit-là, les choses dans la maison changèrent. Pas pour le pire, pour le différent. Les événements ne disparurent pas, mais devinrent moins alarmants. Les pas continuaient la nuit, mais ne me réveillaient plus aussi souvent. L'odeur des fleurs demeura, mais devint quelque chose de familier, presque réconfortant. Les enfants continuèrent à parler avec Esperanza, comme elle était maintenant appelée, tous. Lucia lui racontait l'école. Santiago lui lisait des contes à voix haute avant de dormir. Un jour, quand Lucia m'a demandé si Esperanza pouvait rester pour toujours, je lui ai dit que oui, qu'elle pouvait rester tout le temps qu'elle voulait. Cette même semaine, les fleurs sont réapparues sous l'arbre. Mais cette fois, elles n'étaient pas seulement dans le jardin. Elles étaient sur la table de la salle à manger, sur le rebord de la fenêtre du salon, à l'entrée de la maison, dans tous les endroits que fréquentait Esperanza dans sa vie. Je n'ai pas peur d'Esperanza, je ne l'ai jamais eue, même si au début j'aurais menti si j'avais dit le contraire. Mais il y a quelque chose qui me rend inquiet, et c'est ceci. Lucia, la plus jeune, a commencé à parler d'autre chose. Il y a quelques jours, quand je lui ai demandé à propos d'Esperanza, Lucia est restée un moment silencieuse. Et puis elle a dit « Esperanza ne vient plus seule, maman ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Une autre personne vient avec elle, une personne qui ne parle pas. Une personne qu'Esperanza ne veut pas que je voie. Je lui ai demandé comment elle décrivait cette autre personne. Lucia est restée silencieuse pendant longtemps. Quand elle a enfin parlé, elle ne m'a pas regardé. « C'est grand », dit-elle. « Très grand. Et ça n'a pas de visage. » Depuis ce jour, l'odeur des fleurs dans la maison s'est mélangée à une autre odeur. Une odeur qui n'est pas celle des fleurs. Une odeur que je ne sais pas décrire, mais qui fait que lorsque je l'aperçois, j'ai envie de sortir de la maison immédiatement. Esperanza continue de venir. Les enfants continuent de dormir paisiblement. Mais je ne dors pas bien depuis 3 semaines. Parce que chaque nuit, quand je reste éveillé à écouter, je peux sentir 2 présences dans le jardin. Une que je connais, une que je ne connais pas. Et la seconde s'approche. Ainsi se termine l'histoire d'Isabelle. Elle m'a dit qu'elle reste dans cette maison, qu'elle n'a pas encore prévu de partir, mais que chaque nuit, elle regarde le jardin avec un mélange d'attention et de peur qu'elle ne ressentait pas auparavant. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est cette couche finale, cette idée que derrière quelque chose qui semble presque tranquille, il peut y avoir quelque chose de bien plus grand que personne n'a encore vu. Si cette histoire t'a donné des frissons, ou si tu as déjà ressenti que tu n'étais pas la seule présence dans ta maison, laisse ton commentaire ci-dessous. Ce sont les histoires qui me donnent envie de continuer à lire. Reposez-vous bien cette nuit. On se reparle bientôt. Quelqu'un m'a envoyé cette histoire depuis une zone frontalière, me demandant de ne pas révéler son identité. Il m'a écrit parce qu'il avait besoin de le raconter à quelqu'un, et espère que peut-être quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire. Si tu as une expérience qui te hante, que tu as besoin de sortir de ta poitrine, cet espace est sûr pour la partager dans les commentaires. Ce que cette personne a vécu a commencé quand elle avait 15 ans, et que sa famille a déménagé dans une vieille maison dans un village où tout le monde semblait garder des secrets. Il y avait un miroir dans le grenier, un miroir que sa mère lui a interdit de toucher. Et comme tous les adolescents, l'interdiction n'a fait qu'accroître sa curiosité. Voici son histoire. Le miroir est arrivé avant nous. C'était la première chose étrange. Lorsque ma famille a déménagé dans la maison à San Miguel del Rio, un petit village près de la frontière, le camion de déménagement est arrivé avec toutes nos affaires. Mais dans le grenier, il y avait déjà un miroir. Un énorme miroir ancien, avec un cadre en bois sculpté représentant des scènes étranges, des figures tordues, des visages qui semblaient crier, des mains qui s'étendaient comme si elles voulaient sortir du cadre. « Ne touche pas ce miroir », me dit ma mère la première fois que je suis monté au grenier. Sa voix avait un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. La peur. Pourquoi est-il ici? Il est venu avec la maison. L'ancien propriétaire a dit qu'il ne pouvait pas l'emporter, qu'il appartenait à cet endroit. Et on ne peut pas le jeter? Elle me regarda avec des yeux très sérieux. Non. Certains objets ne peuvent pas simplement être jetés. Ils ont une histoire. Ils ont un but. Promets-moi juste que tu ne le toucheras pas. Je promis.
Mais les promesses d'un adolescent de 15 ans ne valent pas grand-chose. La maison était grande, trop grande pour notre famille de 3 personnes. Mon père avait trouvé un emploi comme administrateur d'un domaine voisin, et cette maison était incluse dans le package. Elle était vieille, de plus de 100 ans, avec de hauts plafonds, et des pièces qui sentèrent la poussière et le temps. Le village de San Miguel del Rio était petit et fermé. Les gens nous regardaient avec méfiance lorsque nous marchions dans la rue. Les voisins étaient cordiaux, mais distants. Et il y avait quelque chose dans l'air, une sensation que tout le monde partageait un secret dont nous étions exclus. Au cours des premières semaines, je me suis adapté. Nouvelle école, nouveaux camarades, nouvelle routine. Mais le miroir dans le grenier m'appelait constamment. La nuit, allongé dans mon lit, je pensais à lui, à sa surface sombre et opaque, comme si elle était recouverte d'une pellicule de poussière qui ne se nettoyait jamais, aux figures sculptées dans le cadre, à l'avertissement de ma mère. Une nuit, 2 mois après notre déménagement, ma curiosité a gagné. J'ai attendu que mes parents s'endorment. Puis, avec une lampe de poche, je suis monté au grenier. Le grenier était un espace long sous le toit incliné, des boîtes de nos affaires encore non déballées, des vieux meubles que nous avions hérités avec la maison. Et au fond, partiellement recouvert d'un drap blanc, le miroir. Je me suis approché lentement. Mon cœur battait vite, bien que je ne sache pas exactement pourquoi. Ce n'était qu'un miroir. J'ai enlevé le drap. Sous la lumière de ma lampe de poche, le miroir semblait absorber la lumière au lieu de la réfléchir. La surface était sombre, presque noire, mais quand j'ai déplacé la lampe, j'ai pu voir mon reflet. Distordu, étrange. J'ai tendu la main et touché le verre. C'était froid, si froid que ça brûlait. J'ai retiré ma main rapidement, mais les dégâts étaient faits. Quelque chose avait changé. Je ne l'ai pas remarqué immédiatement. C'était graduel, subtil. D'abord, ce furent les rêves. Je rêvais que j'étais dans ma chambre, mais pas exactement. Tout était légèrement différent. Les meubles à des endroits incorrects, les couleurs plus sombres. Et il y avait quelqu'un dans le coin. Une silhouette que je ne pouvais pas voir clairement, qui restait dans l'ombre, m'observant. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Puis j'ai commencé à voir des choses du coin de l'œil, des mouvements rapides, des ombres qui ne devraient pas être là. Quand je tournais la tête, il n'y avait rien. « Tu dors mal », a dit ma mère quand je lui ai mentionné la fatigue. « C'est le changement de maison, tu t'adapteras. » Mais je savais que c'était quelque chose de plus. Une semaine après avoir touché le miroir, j'ai vu mon premier double. J'étais à l'école, à la bibliothèque, quand je l'ai vue. Une fille qui me ressemblait exactement. Même taille, même cheveux, même vêtements. Elle était de l'autre côté de l'étagère, me fixant intensément. J'ai cligné des yeux, et elle a disparu. « Tu as vu quelqu'un là-bas » ai-je demandé à ma camarade Anna, qui était à mes côtés. « Où ?»« Là, de l'autre côté. » Anna a regardé. Il n'y a personne. Cette nuit-là, je l'ai revue, à la fenêtre de ma chambre, de l'extérieur, regardant à l'intérieur. Son visage pressé contre le verre, exactement mon visage, mais avec une expression que je ne ferai jamais, un sourire trop large, des yeux trop ouverts. J'ai crié. Mes parents sont venus en courant. Que se passe-t-il? Il y a quelqu'un dehors, à la fenêtre. Mon père est sorti avec une lampe de poche. Il a vérifié tout le périmètre de la maison. Il n'y a personne, chérie. C'était probablement ton reflet dans le verre. Mais je savais ce que j'avais vu. Les rencontres avec mon double sont devenues plus fréquentes. Je la voyais dans les miroirs, dans les fenêtres, sur les surfaces réfléchissantes. Toujours en train de me regarder, toujours avec ce sourire horrible. Et elle a commencé à s'approcher. Au début, je ne la voyais que de loin. Puis, de plus en plus près. Dans le miroir de la salle de bain, sur l'écran éteint de mon téléphone, sur le verre d'un cadre. Une nuit, je me brossais les dents quand je l'ai vue dans le miroir de la salle de bain. Derrière moi, debout dans l'embrasure de la porte, je me suis retourné rapidement. Il n'y avait personne. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. Elle était toujours là, souriante. « Que veux-tu » ai-je chuchoté. Sa bouche s'est mauvais, formant des mots que je ne pouvais pas entendre, mais je pouvais lire sur ses lèvres. Changer de place. Je me suis reculé du miroir, tremblant. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à ma mère, sur le fait de toucher le miroir, sur les rêves, sur mon double. Elle a pâli. Non, 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 non. Je t'ai dit de ne pas le toucher. Je suis désolé, maman, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que ce miroir ?
Elle s'est assise, se couvrant le visage avec les mains. Quand elle a parlé, sa voix était pleine de douleur. Ce miroir est dans cette maison depuis des générations. C'est un miroir des morts, ou c'est ce qu'on dit. Il reflète non seulement ton image, mais aussi ta autre moitié, ton ombre, la partie de toi qui vit de l'autre côté. L'autre côté, le monde des miroirs, un endroit qui existe en parallèle au nôtre. Certaines personnes croient que chaque reflet que nous voyons est en réalité un être séparé, piégé dans ce monde. Et ce miroir en particulier est une porte entre les deux mondes. Je sentis l'air quitter mes poumons. Tu es en train de dire que cette chose que je vois est réelle? C'est réel pour toi maintenant. Parce que tu l'as vu. Parce que tu as touché le miroir et ouvert la connexion. Et maintenant, elle veut ce que toutes les ombres veulent. Quoi? Sortir. Vivre de ce côté. Et pour cela, elle doit prendre ta place. Je passais mes mains dans mes cheveux, essayant de comprendre. Comment l'arrête-t-on? Je ne sais pas. Tu n'aurais jamais dû toucher le miroir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, avec toutes les lumières allumées, évitant toute surface réfléchissante. Mais je ne pouvais pas toutes les éviter. Les miroirs étaient partout. Fenêtres, écrans, même dans les flaques d'eau après la pluie. Et dans chacun, elle était là. Mon double, mon ombre, attendant. 3 jours plus tard, quelque chose s'est produit qui m'a terrifié plus que n'importe quelle vision. Ma mère m'a regardé étrangement pendant le petit déjeuner. Tu es descendu hier soir. Non, j'ai dormi toute la nuit. C'est étrange. Je t'ai vu marcher dans le couloir vers 3 heures du matin. J'allais te demander si tu allais bien, mais quand je suis sorti de ma chambre, tu n'étais plus là. Un frisson m'a parcouru. Maman, je ne suis pas descendu. Elle a froncé les sourcils. Mais je t'ai vu. Tu portais ton pyjama bleu. J'ai regardé mon pyjama. Le bleu. Celui que mon double portait soi-disant. Ce n'était pas moi. Ma mère et moi nous sommes regardés avec une horreur croissante. Elle sort, murmurai-je. Elle n'est plus seulement dans les reflets. Cet après-midi-là, je suis allé voir Doña Socorro, une vieille femme du village qui, dit-on, savait des choses sur ces choses. Ma mère m'avait donné son adresse, admettant qu'elle avait aussi peur. Doña Socorro vivait dans une petite maison pleine de bougies, d'herbes suspendues au plafond et de saints de toutes les religions imaginables. « Tu as touché le miroir des âmes », dit-elle après avoir écouté mon histoire. Elle ne semblait pas surprise, juste résignée. Beaucoup de gens l'ont fait au fil des ans, peu survivent. Ils survivent. Le miroir est un portail. Il a été créé il y a plus de 200 ans par une sorcière qui voulait tromper la mort. Elle pensait que si elle pouvait créer un double parfait d'elle-même dans le monde des miroirs, quand elle mourrait, son double pourrait prendre sa place. Ça a fonctionné. Elle est morte et son double est sorti. Mais le double n'était pas elle. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui semblait seulement humain. Que lui est-il arrivé? Elle a vécu comme elle pendant des années. Personne n'a remarqué la différence, jusqu'à ce qu'elle commence à faire des choses horribles. La légende dit qu'elle a finalement été découverte et brûlée comme sorcière, mais le miroir a survécu. Et depuis, il attend, créant des doubles, leur permettant de traverser. Comment puis-je arrêter mon double? Il y a un moyen, mais c'est dangereux. Tu dois retourner au miroir. Tu dois l'affronter directement dans son monde, et tu dois l'obliger à revenir. Comment fais-je ça? Le monde des miroirs suit les mêmes règles que le nôtre, mais inversées. En haut, c'est en bas. À droite, c'est à gauche. Et le plus important, là-bas, elle est réelle, et tu es le reflet. Tu dois la convaincre d'échanger de place, volontairement. C'est impossible. Pourquoi accepterait-elle? Elle ne le fera pas, à moins que tu ne lui offres quelque chose qu'elle désire plus que ta vie. Que pourrait-elle vouloir de plus? Doña Socorro me regarda avec tristesse. Cela, tu devras le découvrir par toi-même. Cette nuit-là, je suis monté au grenier. Le miroir m'attendait, sombre et silencieux. Je me suis tenu devant lui, regardant mon reflet déformé. « Je sais que tu es là », ai-je dit à voix haute. « Je sais que tu m'écoutes. » Mon reflet a changé. Ce n'était plus seulement mon image, c'était elle, mon double. Mais cette fois, depuis l'intérieur du miroir, dans son monde. « Enfin, tu viens », a-t-elle dit. Sa voix sonnait exactement comme la mienne, mais il y avait quelque chose de différent dans le ton. «
quelque chose de froid. Que veux-tu de moi? Je te l'ai déjà dit, je veux échanger de place. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre, d'exister seulement quand quelqu'un regarde. Je veux être réel. Tu ne peux pas avoir ma vie. Mais je suis déjà en train de la prendre, petit à petit. Ta mère m'a vu hier soir. Bientôt, je serai ici plus longtemps que toi. Et finalement, personne ne remarquera quand tu disparaîtras complètement. Et si je t'offre autre chose? Elle inclina la tête, curieuse. Quoi? Liberté. Vraie liberté. Pas seulement changer de place, mais exister indépendamment. Sans besoin de miroir ou de reflet. C'est impossible. Vraiment. Le miroir a été créé par une sorcière. Magie. Si je détruis le miroir, que t'arrive-t-il? Pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux. Je disparaîtrai. Exactement. Mais, et s'il y avait un moyen de te libérer du miroir sans te détruire? Ça t'intéresserait? Comment? Donia Socorro m'a parlé d'un rituel, un qui peut briser la connexion entre un reflet et sa source, nous séparer complètement. Tu serais libre, je serais libre. Deux personnes différentes. C'était un mensonge. Donia Socorro ne m'avait pas parlé d'un tel rituel, mais j'avais besoin de temps. J'avais besoin qu'elle croie qu'il y avait une option qui n'impliquait pas ma destruction. Et pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que je ne veux pas vivre dans la peur, et tu ne veux pas vivre dans l'ombre. Nous pouvons nous aider mutuellement. Elle m'a étudié avec mes propres yeux. Montre-moi ce rituel. J'ai besoin de le préparer. Donne-moi 3 jours, 2 jours, où je commence à sortir définitivement, et tu ne pourras pas m'arrêter. Le miroir s'est assombri, et mon reflet est redevenu juste moi. J'ai passé les 2 jours suivants à enquêter frénétiquement. Donia Socorro m'a aidé, bien qu'elle fût sceptique. Il n'y a aucun moyen de séparer complètement un reflet de sa source sans conséquence, m'a-t-elle averti. Mais il existe des rituels de confinement, des façons de piéger un esprit de miroir. Elle m'a donné des instructions. Du sel en cercle, des bougies à des positions spécifiques, des mots en latin que je devais prononcer, et un nouveau miroir, inutilisé, qui agirait comme une prison. Si ça fonctionne, a-t-elle dit, elle sera piégée dans le nouveau miroir, mais tu devras le garder caché et protégé. Si quelqu'un d'autre le casse ou le touche de la mauvaise manière, elle pourrait s'échapper à nouveau. La nuit du 2e jour, j'ai tout préparé dans le grenier, le cercle de sel, les bougies, le nouveau miroir placé devant l'ancien miroir. Je me suis tenu entre les 2 miroirs et j'ai appelé mon double. Je suis prête, montre-moi comment traverser. Elle est apparue dans le vieux miroir, souriante. Je savais que tu verrais la raison. Le rituel exige que tu touches le miroir avec les 2 mains. Appuie tes paumes contre le verre et dis les mots qu'on t'a appris. J'ai placé mes mains sur le miroir. Il était si froid que ça faisait mal. J'ai commencé à réciter les mots en latin que Donia Socorro m'avait appris, mais ce n'étaient pas les mots pour la libérer, c'était les mots pour l'attraper. Quand j'ai terminé, j'ai ressenti un tirage, comme si quelque chose était aspiré à travers le miroir. Mon double a crié, ses mains frappant le verre de l'intérieur. Tu m'as menti. Toi aussi tu m'as menti. Tu n'as jamais prévu de coexister. Tu voulais juste me remplacer. La force du rituel l'a tiré du vieux miroir vers le nouveau. J'ai vu sa forme se déformer, se comprimer, jusqu'à ce qu'elle disparaisse enfin du vieux miroir et apparaisse dans le nouveau. J'ai rapidement couvert le nouveau miroir avec un tissu noir, le scellant. Le vieux miroir était vide maintenant. Il ne montrait que mon reflet. Normal, réel, ça avait fonctionné. J'ai descendu le nouveau miroir au sous-sol et je l'ai caché derrière des boîtes, enveloppé dans un tissu et du sel. Donia Socorro avait dit que tant qu'il resterait scellé, elle ne pourrait pas s'échapper. C'était il y a 3 ans. Je ne vois plus mon double. Les miroirs ne montrent à nouveau que mon reflet. Je peux dormir la nuit. Mais parfois, quand je passe près du sous-sol, j'entends quelque chose. Un léger tapotement. Insistant. Comme quelqu'un frappant du verre de l'intérieur, essayant de sortir, et je sais qu'un jour, je devrais faire face à une décision, la garder prisonnière pour toujours, ou la libérer et faire face aux conséquences. Pour l'instant, je choisis la prison, mais le nouveau miroir développe des fissures, petites, à peine visibles, et chaque mois, il y en a plus. Je ne sais pas combien de temps il résistera encore, et quand il se brisera, je ne sais pas ce qui se passera, je sais juste qu'elle sera en attente. Comme elle l'a toujours été, patiente, affamée,
prête à prendre ce qu'elle croit lui appartenir, ma vie. Et ainsi se termine le témoignage que j'ai reçu. Cette personne m'a écrit récemment en disant que les fissures dans le miroir continuent de grandir et qu'elle envisage de déménager avant qu'il ne soit trop tard. Si jamais tu as touché à quelque chose que tu n'aurais pas dû, si tu as ouvert des portes qui auraient dû rester fermées, j'aimerais entendre ton histoire dans les commentaires. Parfois, la curiosité a un prix plus élevé que ce que nous imaginons. Passe une nuit tranquille. Il y a des messages qui arrivent, et l'on sait immédiatement qu'on ne pourra pas les ignorer. Celui-ci m'a été envoyé par une auditrice qui s'appelle Catalina, et elle me l'a envoyé à 3 heures du matin, ce qui en soi en dit long sur l'état dans lequel elle l'a écrit. Elle m'a raconté qu'elle avait essayé de s'endormir et qu'elle n'y était pas parvenue, qu'elle n'avait pas pu dormir depuis des semaines, et que l'écrire était la seule façon qu'elle avait trouvée pour sortir de sa tête ce qu'elle avait vécu l'hiver dernier dans la maison de sa famille, une maison dans les montagnes où elle et son frère étaient allés passer quelques jours après les funérailles de leur père. Si tu écoutes cela et que tu as quelque chose à raconter, les commentaires sont ouverts. Maintenant, permets-moi de te conduire à cette maison, à cet hiver, et à ce que Catalina a trouvé derrière une porte que son père lui avait spécifiquement demandé de ne jamais ouvrir. Mon père est mort un mardi de février. Non de manière dramatique, non de manière improvisée. Il était malade depuis 2 ans et les derniers mois avaient été une descente progressive que nous voyions tous venir dans la famille et pour laquelle, malgré tout, personne n'était préparé quand cela est arrivé. Il est mort à l'hôpital, avec mon frère Thomas et moi de chaque côté du lit, et la dernière chose qu'il a faite avant de perdre définitivement conscience a été de serrer ma main avec une force qui ne correspondait pas à son état et de me dire quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris sur le moment. Il m'a dit « Ne va pas à la maison de la montagne seul », non pas comme une suggestion, comme une instruction. Avec cette précision des dernières paroles qui comptent, je lui ai dit « Oui, d'accord », parce que c'est ce qu'on dit quand quelqu'un qui est en train de mourir te demande quelque chose. Et il a fermé les yeux et n'a plus parlé. 3 semaines après les funérailles, Thomas et moi sommes allés à la maison de la montagne. J'ai besoin d'expliquer ce qu'était cette maison pour comprendre pourquoi nous y sommes allés. Mon père l'avait achetée des décennies auparavant, avant que Thomas et moi ne naissions, dans l'un de ces élans que les jeunes hommes ont parfois de posséder un morceau d'endroit éloigné du monde. Elle était petite, en bois et en pierre, sur le flanc d'une montagne à environ 4 heures de la ville où nous vivions. Ce n'était pas une maison de vacances au sens habituel. Mon père y allait seul, parfois, pendant des jours. Ma mère n'avait jamais voulu y aller. Elle disait que l'endroit lui donnait un mauvais pressentiment, qu'il y avait quelque chose en lui qu'elle n'aimait pas sans pouvoir préciser quoi. Thomas et moi y étions allés enfants quelquefois, les dernières années du mariage de nos parents, avant le divorce, et nous gardions tous les deux des souvenirs vagues et contradictoires de ces visites. Après le divorce, quand j'avais 12 ans et Thomas 14, notre père continuait à y aller seul. Il ne parlait jamais beaucoup de ce qu'il y faisait. Il disait que c'était son endroit pour réfléchir, pour rester tranquille. Nous l'acceptions avec l'indifférence que les enfants ont envers les bizarreries de leurs parents lorsqu'ils sont adolescents. Mais il y avait quelque chose de plus sur cette maison que j'avais toujours su sans que personne ne me le dise explicitement. Il y avait une pièce que mon père n'ouvrait jamais quand nous étions là. Elle était à l'arrière, au bout d'un court couloir. Elle avait une serrure qui ne correspondait pas au style du reste de la maison, plus récente, installée clairement après, avec soin. Mon père ne la mentionnait jamais. Et il y avait dans la façon dont il habitait cette maison une certaine tension spécifique lorsque nous nous approchions de ce couloir. Une attention qu'il dissimulait bien, mais que moi, qui ai toujours été plus observatrice que Thomas, avais remarqué depuis petite. Quand il est mort, parmi ses affaires, nous avons trouvé la clé. Il n'y avait aucune indication de à quoi elle servait. Il n'y avait aucune note, juste une clé, dans le tiroir de son bureau à la maison, que Thomas a reconnue immédiatement. C'est celle de la maison, a-t-il dit. Quelle serrure? Ai-je demandé, bien que je le savais. Thomas m'a regardé. Celle de la chambre du fond. Nous nous sommes regardés en silence pendant un moment. Et sans en parler davantage, nous avons tous les deux su que nous allions y aller. Je me souvenais de ce que mon père m'avait dit à l'hôpital. Ne va pas seul. Et je n'allais pas seul. J'allais avec Thomas. Je me suis convaincu que c'était suffisant. Nous sommes arrivés à la maison un vendredi après-midi, avec le soleil déjà en train de se coucher derrière la montagne,
et le froid de la montagne s'installant dans l'air avec cette densité particulière qu'il a en février, lorsque l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. La maison était inhabitée depuis des mois. Elle sentait le renfermé, le bois froid, cette odeur particulière des lieux qui ont été seuls pendant un certain temps. Nous avons allumé le chauffage, ouvert des fenêtres pour aérer, fait les lits avec des draps que nous avons trouvés dans le placard du couloir. C'étaient des gestes pratiques qui étaient aussi des gestes d'autre chose, de commencer à comprendre que notre Père ne reviendrait plus faire ces choses lui-même. Cette nuit-là, nous n'avons pas ouvert la chambre. Nous avons dîné de ce que nous avions apporté de la ville, avons peu parlé, sommes allés nous coucher tôt. C'était une de ces nuits où la fatigue n'est pas physique mais d'un autre type, la fatigue accumulée de semaines de deuil et de démarches et de conversations difficiles. Je me suis endormi rapidement, ce qui fut un soulagement. Mais je me suis réveillée à 3 heures du matin. Pas à cause d'un bruit exactement, mais à cause de l'absence de bruit. Le genre de silence qui a un poids spécifique, qui se sent différemment du silence normal de 4 heures du matin. Je suis restée immobile à écouter et c'est alors que je l'ai perçue. Une odeur, douce, à peine perceptible. Une odeur de vieux fumé, de quelque chose brûlé depuis longtemps, qui n'avait aucune source évidente dans une maison avec chauffage électrique. Je me suis levée, j'ai marché dans la maison. Tout était calme. Thomas dormait dans sa chambre. La cuisine, le salon, la salle de bain, tout était normal. Je me suis arrêtée devant le court couloir au fond. L'odeur était plus forte là. Elle venait de derrière la porte fermée. Je suis retournée dans ma chambre. Je n'ai plus dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, avec un café à la main et la lumière du jour entrant par les fenêtres, Thomas et moi avons pris la clé du tiroir où nous l'avions rangée et nous nous sommes arrêtés devant la porte de la chambre du fond. Thomas avait la clé. J'étais un pas derrière. Le couloir sentait légèrement cette vieille fumée, bien que plus faible que la nuit précédente. « Tu es sûr ?» me demanda Thomas. « Non, dis-je honnêtement. Mais ouvre quand même. » Il introduisit la clé. Il la tourna. Le mécanisme céda avec un clic net et la porte s'ouvrit vers l'intérieur. La première chose fut l'odeur. Plus intense maintenant, de la vieille fumée mélangée à quelque chose que j'ai mis du temps à identifier et que j'ai finalement reconnu comme de l'encens, le type spécifique et épais utilisé dans certains rituels religieux, qui s'imprègne dans les murs et reste pendant des années. Et en dessous de cela, quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose d'organique et d'ancien. La chambre était petite. Plus petite que ce que j'avais prévu, comme si les murs avaient été modifiés à un moment donné pour réduire l'espace. Il n'y avait pas de fenêtre. La seule lumière était celle qui entrait par la porte ouverte derrière nous. Au centre de la chambre, il y avait une table basse en bois sombre. Sur la table, des objets étaient disposés avec une précision qui était clairement intentionnelle. Plusieurs bougies de tailles différentes, consumées à divers niveaux, certaines jusqu'à la base. Un bol en argile avec un résidu sombre au fond. Plusieurs petits objets que j'ai mis du temps à identifier. Des os, pensais-je au début, mais en les regardant de plus près, ce étaient des branches de bois travaillées, sculptées avec des formes que je ne reconnaissais pas. Et au centre de tout, sur le bois de la table, quelque chose tracé avec un matériau sombre qui aurait pu être du charbon ou quelque chose de différent du charbon. Un design complexe, symétrique, avec une logique interne qui se percevait même si je ne pouvais pas la déchiffrer. Sur les murs, il y avait aussi des marques, pas peintes mais gravées dans le bois, couvrant pratiquement toute la surface des 4 murs du sol au plafond. J'ai mis un moment à réaliser que c'étaient des mots. Pas en espagnol, pas dans aucune langue que je reconnaisse. Une écriture qui aurait pu être ancienne ou qui aurait pu être inventée, exécutée avec une minutie qui représentait des heures, des jours de travail. « Papa a fait ça », dit Thomas. Ce n'était pas une question. « Oui », dis-je. Nous restions sur le seuil sans entrer. J'enregistrais chaque détail avec cette attention que le cerveau adopte lorsqu'il traite quelque chose qui n'a pas de catégorie disponible pour le classer. Thomas avait encore la main sur le cadre de la porte. « Combien de temps penses-tu que ça fait ainsi » demanda-t-il. « Je ne sais pas. » Je regardais les bougies, la répartition de la poussière sur la table, l'état des marques sur le mur. Des années. Beaucoup d'années. Thomas expira lentement. « Que faisait-il ici » dit-il. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose d'adjacent à la peur. La sensation d'avoir découvert que quelqu'un que tu connaissais avait une vie intérieure que tu n'avais jamais imaginée. Je ne répondis pas car je n'avais pas de réponse.
Nous avons passé cette journée à aller et venir dans la chambre. Nous ne sommes pas entrés, ou du moins je ne suis pas entré. Je restais sur le seuil, regardant, essayant de comprendre ce que j'avais devant moi. Thomas est entré, à midi, en faisant attention à ne rien toucher. Il a examiné de près les marques sur les murs, a photographié tout avec son téléphone, a regardé sous la table et a trouvé une boîte en bois plate qu'il a sortie avec précaution et ouverte dans la salle. À l'intérieur, il y avait des papiers, beaucoup de papiers, écrits à la main dans l'écriture de mon père, avec des dates couvrant des décennies. Les plus anciens étaient antérieurs à la naissance de Thomas et à la mienne. Les plus récents étaient datés de l'année précédente, lorsque mon père était déjà malade. Nous les avons lus pendant des heures. C'était un journal, bien que pas exactement. C'était plus semblable à un registre. Mon père documentait sur ces papiers quelque chose qui avait commencé bien avant que Thomas et moi n'existions, quelque chose qu'il appelait de différentes manières à différents moments. Le contrat, l'accord, la dette. Les premiers papiers parlaient d'une période de sa vie où les choses avaient très mal tourné, une crise que je n'avais jamais connue, car elle s'était produite avant ma naissance, des dettes, la menace de tout perdre, et de quelqu'un qui l'avait trouvé ou qui l'avait trouvé, quelqu'un qui lui avait offert une issue. Les détails de cette rencontre étaient fragmentés et parfois presque incohérents, comme si mon père avait voulu l'enregistrer mais avait aussi voulu ne pas le dire trop directement. Il y avait des références à un endroit dans la montagne, à une rencontre nocturne, à des mots qui avaient été prononcés et qu'il avait notés phonétiquement parce qu'il ne savait pas les écrire autrement. Et il y avait une description de l'accord qui clarifiait son contenu fondamental bien que les détails précis demeurent obscurs. Mon père avait demandé quelque chose, et quelque chose lui avait été donné. Et en échange, il devait maintenir certaines conditions ouvertes pendant le reste de sa vie. La chambre faisait partie de ces conditions. Ce qu'il y avait dedans, les bougies, les marques, le bol, tout cela était le maintien de quelque chose qu'il avait engagé des décennies auparavant et qui devait être soutenu de manière continue. Les papiers les plus récents, écrits déjà avec l'écriture tremblante de sa maladie, avaient un ton différent des précédents, plus urgent, plus préoccupé. Le dernier papier, daté de seulement 4 mois avant sa mort, disait ceci, et je m'en souviens avec exactitude parce que je l'ai lu tant de fois que je l'ai mémorisé sans le vouloir. Je n'ai pas pu respecter les conditions ce mois-ci. Mon corps ne me le permet pas. J'ai peur de ce qui va arriver quand je ne pourrai plus. J'ai peur de ce qui restera incomplet. Je ne sais pas comment le terminer sans qu'il y ait des conséquences. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le finir. Et en dessous, ajouté plus tard avec une autre encre, comme s'il l'avait écrit à un autre moment, que Catalina n'y aille pas seule. Thomas et moi nous sommes regardés lorsque nous avons fini de lire ce dernier papier. Dehors, le soleil était déjà couché et les fenêtres montraient cette obscurité spécifique de la montagne en hiver, sans lumière de ville, sans repère visuel, juste du noir solide et le son du vent dans les arbres. « Nous devons y aller, dit Thomas. »« Oui, dis-je, mais aucun de nous deux ne bougea immédiatement. Je traitais ce que je venais de lire, pas la partie surnaturelle, pas encore, mais l'autre, que mon père, pendant des décennies, avait porté seul quelque chose qui le terrifiait, qu'il avait passé des années dans cette petite chambre sans fenêtre, à faire des choses qu'il ne comprenait pas tout à fait, mais qu'il sentait qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire. Que dans ces derniers mois, malade et seul, sa plus grande peur n'avait pas été la mort, mais ce qu'il laisserait sans résoudre. Que la dernière chose qu'il m'avait dite était un avertissement. Que ne pas y aller seul signifiait, maintenant je comprenais, que si tu y allais, tu avais besoin de quelqu'un. Pas parce que l'endroit était physiquement dangereux d'une manière que 2 personnes pouvaient mieux gérer qu'une, mais parce qu'il y avait quelque chose là-bas qui devait être confronté et qu'il avait passé sa vie à repousser cette confrontation. « Que faisons-nous avec la chambre ?» demandai-je. Thomas réfléchit. « On la ferme, dit-il. Et on décide après, quand nous ne serons pas en plein milieu. » C'était raisonnable. Je me levai. Je suis allé au couloir du fond. La porte de la chambre était ouverte, comme nous l'avions laissée. La lumière du couloir illuminait le seuil et le bord de la table avec les bougies. Tout était immobile. J'ai tendu la main vers la porte pour la fermer. Et alors, la bougie du centre de la table s'est allumée. Seule, sans aucune source d'ignition visible. Simplement la flamme est apparue, petite et parfaitement immobile dans l'air sans courant de la chambre fermée, et avec elle, l'odeur d'encens s'est intensifiée soudainement, remplissant le couloir de cette densité que j'avais perçue la nuit précédente. Je suis resté absolument immobile. La flamme ne clignotait pas.
Elle ne bougeait pas. Elle était stable d'une manière dont les flammes ne sont pas stables dans des conditions normales. Thomas est arrivé dans le couloir derrière moi et quand il a vu la bougie allumée, il s'est également arrêté. Aucun de nous deux n'a parlé pendant un moment. Puis Thomas, avec un calme qui m'a semblé extraordinaire compte tenu des circonstances, a dit « Catalina, ferme la porte. » J'ai fermé la porte. Le clic de la serrure était le son le plus définitif dont je me souvienne avoir entendu dans ma vie. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous sommes restés dans le salon avec toutes les lumières allumées jusqu'à l'aube, parlant à voix basse des papiers, de ce que nous avions lu, de notre père et de ce qui s'était passé dans cette maison pendant des décennies. Nous avons parlé de choses que nous n'avions jamais abordées. Des années après le divorce, quand il avait commencé à prospérer soudainement après des années difficiles. De la distance qui avait toujours existé entre lui et le monde, cette façon qu'il avait d'être présent mais aussi d'être ailleurs simultanément. Des fois où Thomas ou moi avions essayé de lui poser des questions sur la maison et il avait changé de sujet avec cette habileté qu'il avait de faire dévier la conversation sans que l'on s'en rende compte jusqu'après. Et nous avons parlé enfin de ce que nous allions faire. Nous avons décidé que nous ne pouvions pas simplement partir et laisser la chambre telle qu'elle, non pas parce que nous avions un plan clair sur ce qu'il fallait faire, mais parce que nous ressentions tous les deux, avec cette certitude qui ne nécessite pas d'explication rationnelle, que partir sans rien faire, c'était laisser quelque chose d'inachevé que notre père avait passé sa vie à essayer de contrôler. Thomas a proposé de vider la chambre, enlever tout, nettoyer les marques, la laisser vide. Je n'étais pas sûr que ce soit la bonne ou la sécuriser, mais je n'avais pas non plus de meilleure alternative. Nous avons passé la matinée suivante à vider la chambre. Nous l'avons fait ensemble, Thomas et moi, avec les lumières allumées et les fenêtres du salon ouvertes bien qu'il fasse froid, car nous avions besoin de savoir qu'il y avait une sortie visible et proche. Nous avons sorti la table, le bol, les objets sculptés, les bougies. Tout est allé dans le jardin arrière où nous avons fait un feu de joie. Nous avons couvert les marques sur les murs avec une peinture blanche épaisse que nous avons trouvée dans le garage, couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de visible. C'était un travail de plusieurs heures. Quand nous avons terminé, la pièce n'était plus qu'une petite pièce sans fenêtre, vide et blanche, et sans rien qui la distingue de tout espace de stockage inutilisé. Nous avons fermé la porte. Nous avons rangé la clé. Cette nuit-là, j'ai dormi. Profondément, sans interruption, pour la première fois depuis notre arrivée. Nous sommes sortis de la maison le lendemain à la première lumière. Avant de partir, nous nous sommes tous les deux arrêtés un moment devant la maison, la regardant depuis le jardin. C'était une petite maison ordinaire sur le flanc d'une colline, avec son bois et sa pierre et ses fenêtres qui reflétaient le ciel gris de février. Il n'y avait rien à l'extérieur qui suggère ce qu'il y avait eu à l'intérieur pendant des décennies. Thomas m'a demandé si je pensais que nous avions fait ce qu'il fallait. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je lui ai dit que nous ne le saurions probablement jamais vraiment. Il a hoché la tête. C'était une réponse honnête et nous le savions tous les deux. Ce que je sais, c'est que depuis ce jour, rien n'est revenu à se produire que je puisse attribuer à cette maison. Je n'ai plus ressenti cette odeur d'encens ancien dans des endroits où elle ne devrait pas être. Je n'ai pas eu de rêve lié à ce que nous avons vu. La maison est toujours là. Thomas et moi avons décidé de ne pas la vendre pour l'instant, non pas pour des raisons que nous savons articuler clairement, mais simplement parce que nous ne sommes pas encore prêts. Mais il y a quelque chose qui me reste de cette expérience qui ne s'en va pas. Mon père a passé des décennies à entretenir quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il l'a fait seul, en silence, sans le dire à personne qui aurait pu l'aider. Et dans ses dernières heures de lucidité, ce qui lui importait n'était pas sa mort, mais ce qu'il laissait incomplet. Cela dit quelque chose sur le poids qu'il a porté, sur ce que cet accord, quoi que cela ait été, lui a réellement coûté. Ce n'est pas le succès qu'il a obtenu. Ce ne sont pas les décennies de prospérité qui ont suivi, mais les années passées dans cette chambre sombre et sans fenêtre, ne gardant que quelque chose qui l'effrayait, sans pouvoir le dire à personne. C'est ce que je garde. C'est ce que je ne peux pas tout à fait secouer. Et c'est tout ce que Catalina m'a dit qu'elle était prête à partager. Voici la fin du témoignage de Catalina. Elle m'a écrit que la maison est toujours debout et qu'il préfère pour l'instant ne rien faire avec. Elle m'a aussi dit qu'elle a trouvé d'autres papiers plus tard, dans la maison de la ville, parmi les affaires de son père, mais qu'elle a décidé de ne pas les lire. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser fermer, et je pense que Catalina le sait mieux que quiconque. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, ce n'est pas la chambre ni la bougie.
C'est le père portant seul quelque chose pendant des décennies. Si cette histoire t'a touché intérieurement, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as ta propre histoire gardée, tu sais qu'il y a ici un endroit pour elle. Passe une bonne nuit. On se retrouve la prochaine fois. Cette histoire me l'a envoyé Matteo, un garde forestier qui travaillait dans la cordillère patagonienne argentine. Il m'a contacté après avoir entendu plusieurs histoires sur la chaîne et m'a dit qu'il avait besoin de partager quelque chose qui lui était arrivé il y a 3 ans. Si vous avez aussi vécu des expériences étranges dans des endroits reculés, en forêt ou en montagne, où la nature semble avoir ses propres règles, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire des rencontres dans des lieux isolés où l'inexplicable semble plus possible. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une forêt froide et silencieuse, dans le sud de l'Argentine, où Matteo a découvert que parfois le silence cache des choses qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Je m'appelle Matteo et pendant 7 ans, j'ai été garde forestier dans le parc national Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. C'est un travail solitaire, mais c'était précisément ce que j'aimais. Après des années à vivre à Cordoba, entouré de bruit et de gens, la solitude des montagnes me semblait un paradis. Le parc couvre plus de 700 000 hectares de forêts, de lacs et de montagnes. Mon secteur assigné était une zone particulièrement reculée à l'extrémité nord-ouest du parc, près de la frontière avec le Chili. Il y avait un poste de garde-parc là-haut, une cabane en bois de 2 pièces avec des panneaux solaires, un poêle à bois et une radio à ondes courtes pour les urgences. Le village le plus proche était à 4 heures, en camionnette, sur des routes de terre. Je passais 2 semaines consécutives dans la cabane, seul, à surveiller les sentiers, à prévenir les incendies, à enregistrer la faune. Ensuite, j'avais 1 semaine de repos à Bariloche avant de repartir. C'était une existence simple, cela me plaisait. Tout cela a changé en mai 2021. C'était mon 6e jour de service. C'était lundi, et tout s'était déroulé normalement. Les températures étaient déjà basses, proches de 0 pendant la journée, et en dessous de 0 la nuit. Les forêts de Quahu et de Lenga étaient nues, leurs branches squelettiques contre le ciel gris. La neige avait commencé à tomber par intermittence. Jeudi après-midi, j'ai décidé de faire une inspection d'un sentier que je n'avais pas vérifié depuis des mois. Il s'appelait Sentier du Cañadón Oscuro, un nom que les locaux lui avaient donné il y a des décennies. C'était un sentier de 8 kilomètres qui serpentait à travers une vallée étroite entre 2 montagnes, où le soleil n'atteignait presque jamais, même en été. Personne n'utilisait ce sentier. Il était trop éloigné des routes touristiques et ne menait à aucun point de vue spectaculaire ni à un lac pittoresque. C'était simplement une forêt dense, silencieuse et froide. Mais c'était ma responsabilité de le vérifier périodiquement. Je suis sorti de la cabane vers 2 heures de l'après-midi, avec suffisamment de lumière du jour pour y aller et revenir avant la tombée de la nuit. J'avais mon sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, de la nourriture, une lampe de poche, un couteau, une radio, une trousse de premier secours, et mon fusil, que je portais toujours au cas où je rencontrerais un puma ou un sanglier agressif. Le sentier commençait juste derrière la cabane et descendait progressivement vers le canyon. Les premiers kilomètres furent tranquilles. Seul le bruit de mes bottes sur les feuilles mortes et le cri occasionnel d'un oiseau se faisaient entendre. L'air était immobile, comme si la forêt retenait son souffle. Après 1 heure de marche, le sentier s'enfonçait dans la partie la plus profonde du canyon. Les montagnes de chaque côté s'élevaient abruptement, bloquant la lumière. Même en plein après-midi, là-bas en contrebas, il semblait faire nuit. Les ombres étaient longues et épaisses. C'est alors que je remarquai le silence. Pas le silence habituel de la forêt. Ce silence vivant, rempli de petits bruits, feuilles qui bougent, branches qui craquent, petits animaux qui se déplacent dans la végétation. C'était différent. C'était un silence absolu, total, comme si tous les êtres vivants à des kilomètres à la ronde avaient disparu ou étaient cachés. Je m'arrêtais, je regardais autour de moi. Rien ne bougeait. Pas une feuille, pas un insecte, rien. Et alors je l'ai entendu, très doucement au début, presque imperceptible. Un murmure. Non, ce n'était pas un murmure. C'étaient des murmures. Plusieurs voix, très basses, parlant toutes en même temps. Je ne pouvais pas distinguer les mots. Juste le murmure constant de voix superposées. Je regardais vers les arbres, essayant d'identifier la source. Des touristes perdus, des randonneurs sur un autre sentier proche.
Mais il n'y avait pas d'autres sentiers à proximité, et les voix ne venaient d'aucune direction spécifique. Elles semblaient me venir de partout et de nulle part en même temps. « Bonjour » appelai-je. « Y a-t-il quelqu'un » Les voix se sont arrêtées immédiatement. Le silence qui a suivi était encore plus oppressant. J'ai attendu. 30 secondes. 1 minute. Rien. C'était probablement le vent, pensai-je, bien qu'il n'y eût rien de vent. Les arbres étaient complètement immobiles. Je continuais à marcher, mais maintenant j'étais sur mes gardes. J'avais la main près de la radio, prête à demander du secours si nécessaire. 15 minutes plus tard, les voix sont revenues, plus fortes cette fois. Et maintenant, je pouvais distinguer quelque chose de plus. Elles ne murmuraient pas seulement. Certaines pleuraient, des sanglots doux, étouffés, mêlés aux murmures. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai dégainé mon fusil, plus par instinct que par logique. Que pouvais-je leur tirer dessus? Des voix? Qui est là? Ai-je crié avec plus de fermeté. Identifiez-vous. Cette fois, les voix ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles sont devenues plus intenses. Et alors, pour mon horreur absolue, j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. J'ai entendu mon nom. Matteo. Matteo. Ce n'était pas une voix. C'étaient plusieurs. Toutes chuchotant mon nom à l'unisson. Certaines sur un ton suppliant. D'autres sur un ton accusateur. D'autres simplement vides. Je suis reculé d'un pas. Le fusil tremblait dans mes mains. Qui diable est là? Matteo, viens. Matteo, aide-nous. Matteo. Les voix semblèrent maintenant bouger, s'approchant, m'entourant. Je pouvais les entendre à ma droite, à ma gauche, derrière moi, partout. J'ai décidé de faire demi-tour. Ce n'était pas normal. Je devais sortir d'ici. Je pourrais revenir avec des renforts, avec des explications logiques. Mais maintenant, je voulais juste partir. Je me suis mis à marcher rapidement dans le sens inverse. Les voix me suivaient. Ne pars pas, Matteo, ne pars pas. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. J'ai accéléré le pas. Les voix sont devenues plus urgentes, plus désespérées. Non, Matteo, reste, écoute-nous. S'il te plaît. J'ai commencé à courir. Mes bottes frappèrent le sentier avec force. Ma respiration était lourde, formant des nuages dans l'air froid. Le fusil rebondissait contre mon dos. Et alors, quelque chose m'a fait trébucher. Ce n'était pas une racine, ce n'était pas une pierre. C'était comme si quelque chose, une main invisible, me saisissait la cheville et tirait. Je suis tombé violemment, frappant le sol avec force. Le fusil a glissé plusieurs mètres sur le sentier. Les voix ont éclaté en volume. Elles ne murmuraient plus. Elles criaient « Matteo! Matteo! Matteo !» Je me suis traîné vers mon fusil, désespéré. Mes doigts l'ont atteint juste au moment où j'ai ressenti quelque chose de plus, un froid intense dans ma jambe, là où quelque chose m'avait attrapé. Ce n'était pas le froid du climat, c'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui faisait mal d'une manière que le froid normal ne fait pas. J'ai saisi le fusil, je me suis retourné et j'ai pointé vers rien. Il n'y avait rien de visible là-bas, juste la forêt vide, juste les arbres immobiles, juste les ombres profondes. Mais les voix continuaient, et maintenant, je pouvais entendre les mots plus clairement. Ils nous ont laissés, ils nous ont oubliés. Aide-nous, trouve-nous, s'il te plaît. Ne nous laisse pas ici. Je me suis levé, ignorant la douleur dans ma jambe. J'ai commencé à courir à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru pendant ce qui a semblé une éternité, avec les voix me poursuivant, criant, suppliant, accusant. Seulement lorsque je suis enfin sorti du ravin, lorsque le sentier a commencé à monter et que la lumière du jour, le peu qui restait, est devenue plus présente, les voix ont commencé à s'estomper. Elles sont devenues plus faibles, plus lointaines, jusqu'à ce qu'enfin il ne reste plus que le silence normal de la forêt, le craquement des branches, le vent doux, le son de ma propre respiration haletante. Je suis arrivé à la cabane lorsque le soleil se couchait. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, ce que je ne faisais jamais, et je me suis effondré dans une chaise, tremblant. Qu'était-ce que cela? Une hallucination? Un manque d'oxygène dû à l'altitude? Un gaz naturel du sol provoquant des hallucinations auditives? J'ai essayé de trouver des explications rationnelles, mais aucune ne pouvait expliquer comment les voix connaissaient mon nom, comment elles m'avaient attrapé, comment le froid dans ma jambe persistait encore, des heures plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Je suis resté assis près du poêle avec le fusil sur mes genoux, écoutant les sons de la forêt nocturne. Chaque craquement me faisait sursauter. Chaque ombre que je voyais par la fenêtre me faisait sauter. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. « Pourquoi poses-tu des questions sur le Cañadón » dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement, il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire horrible. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était éloigné, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. Parce que ce ne sont que des histoires, Matteo. Nous ne pouvons pas prendre de décisions de personnel basées sur des superstitions. Et ce sentier doit être surveillé comme n'importe quel autre. Après avoir raccroché la radio, je suis resté assis, en train de traiter l'information. 20 personnes, 20 voix, toutes criant à l'aide, toutes oubliées, toutes voulant être retrouvées. Je savais ce que je devais faire. J'ai passé les jours suivants à me préparer. J'ai approfondi mes recherches. J'ai contacté des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai parlé avec des historiens locaux. J'ai rassemblé toutes les informations possibles sur les disparitions dans cette région. Et puis, une semaine plus tard, je suis retourné au Cañadón Oscuro. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené avec moi une équipe d'anthropologues légistes de Buenos Aires, spécialistes dans la recherche des restes de disparus de la dictature. Je leur avais tout raconté. Mes expériences, les voix, l'histoire du lieu. Certains m'ont regardé avec scepticisme, d'autres avec compassion. Mais tous ont convenu que cela valait la peine d'enquêter. Nous sommes entrés dans le ravin tôt le matin. Cette fois, avec la lumière du jour complète et en groupe, l'endroit semblait moins menaçant. Mais le silence était toujours là, ce silence antinaturel. Nous utilisons des chiens entraînés pour détecter des restes humains, et un géoradar portable pour scanner le sol. 3 heures après le début de la recherche, l'un des chiens a commencé à aboyer frénétiquement dans une zone dense de la forêt, à environ 50 mètres du sentier. L'équipe a commencé à creuser avec précaution. Ils ont trouvé des os, beaucoup d'os. Au cours des 2 semaines suivantes, l'équipe médico-légale a excavé méticuleusement la zone. Ils ont trouvé les restes de 18 personnes, hommes et femmes, certains très jeunes, enterrés dans des fosses peu profondes, exactement comme Ramiro l'avait dit. Chacun a été exhumé avec soin, documenté, préparé pour une identification par ADN. Après plus de 40 ans, certaines familles auraient enfin des réponses. Certains disparus seraient enfin identifiés et recevraient des funérailles dignes. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé d'effroi. « Pourquoi tu demandes des infos sur le Cañadón » dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire sombre. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était isolé, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. On estimait qu'au moins 20 personnes, activistes politiques, étudiants, enseignants, avaient été emmenés dans cette gorge et exécutés sur place. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, probablement enterrés dans des fosses peu profondes quelque part dans la forêt, cachés sous des décennies de feuilles mortes et de végétation. Les gardes forestiers les plus âgés disent que ce sentier est maudit, poursuivit Ramiro, que les esprits des disparus y sont encore, cherchant à être trouvés. Mais ce ne sont que des superstitions, tu comprends? Rien d'officiel. Est-ce que quelqu'un m'a déjà signalé des choses étranges là-bas? Une autre pause. Certains ont rapporté entendre des voix, ressentir des présences. Un garde forestier dans les années 90 a dit que quelque chose l'avait attaqué sur ce sentier.
Il a été retrouvé inconscient avec des marques sur les bras, comme si quelqu'un l'avait saisi fermement. Mais il était seul. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres. J'ai regardé ma propre jambe. J'avais encore des ecchymoses là où quelque chose m'avait attrapé la veille. Des ecchymoses en forme de doigt. Pourquoi personne ne m'a averti de cela avant de m'assigner ce secteur? Ai-je demandé, en essayant de contrôler ma voix. La nuit après avoir terminé l'exhumation, je suis resté dans la cabane. J'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Mais je sentais que je devais faire quelque chose de plus. Je suis retourné au Cañadón Oscuro, seul, au coucher du soleil. C'était probablement imprudent, mais je sentais que je devais le faire. Je suis arrivé à l'endroit où ils avaient creusé. Maintenant, il y avait des marqueurs, du ruban de police jaune, des signaux d'activité récente. Je me suis arrêté là, dans le silence de la forêt. Nous les avons trouvés, ai-je dit à voix haute. Ils ne sont plus seuls, ils ne sont plus oubliés. Maintenant, leurs familles sauront ce qui leur est arrivé. Maintenant, ils peuvent reposer en paix. J'ai attendu. La forêt était complètement silencieuse, mais c'était un silence différent, pas le silence oppressant d'avant, c'était paisible. Comme si la forêt pouvait enfin respirer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas ressenti de froid anormal. Juste le vent doux faisant bouger les branches, le chant lointain d'un oiseau, le craquement normal de la vie dans la forêt. Je suis resté là pendant 1 heure, simplement assis par terre, laissant la paix du moment m'envahir. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur dans la poitrine, malgré le froid de la nuit. Et je pourrais jurer avoir entendu un murmure, si doux qu'il aurait pu être le vent. Merci. J'ai travaillé encore 6 mois comme garde forestier après cela. Je suis retourné plusieurs fois au Cañadón Oscuro. Je n'ai plus jamais entendu les voix. L'endroit semblait différent maintenant. Il était toujours solitaire, toujours sombre, mais la présence troublante avait disparu. Finalement, j'ai quitté mon emploi. Pas par peur, mais parce que je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important là-bas. J'avais entendu quand d'autres n'ont pas entendu. J'avais aidé quand d'autres ont passé leur chemin. Maintenant, je vis à Bariloche. Je travaille comme guide touristique. Vie normale. Mais je porte toujours cette expérience en moi. Le souvenir de ces voix. Et la leçon que j'ai apprise. Parfois, les morts ont besoin des vivants. Pas pour leur faire peur, pas pour leur faire du mal, mais simplement pour être rappelés, pour être trouvés, pour que quelqu'un écoute enfin leur histoire. Le Cañadón Oscuro n'est plus un lieu maudit, c'est un lieu de mémoire. Et les voix qui criaient autrefois dans le désespoir reposent maintenant en paix. Du moins, c'est ce que je veux croire. Et avec cela se termine l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il m'a dit que c'était l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie, mais aussi la plus significative. 18 familles ont finalement obtenu des réponses grâce à ce qu'il a vécu. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable qui a fini par avoir un but plus grand, ou si tu as ta propre histoire sur des lieux de mémoire, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Parfois, le paranormal et le réel s'entrelacent de manière que nous n'attendons pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et repose-toi bien. On se voit dans la prochaine histoire. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une fille nommée Valentina, une auditrice qui vit dans un petit village du sud de la Colombie. Elle m'a raconté que pendant plusieurs mois, elle a vécu quelque chose qui a complètement changé sa façon de voir le monde. Si vous avez également vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer et que vous souhaitez le partager, écrivez-moi, j'adore connaître vos histoires. Voici celle de Valentina, et elle concerne une voisine que personne dans le village n'ose mentionner à voix haute. Une femme qui, selon les habitants, fait des choses qui ne devraient pas être possibles. Préparez-vous, car cette histoire n'est pas de celle que l'on oublie facilement. J'ai grandi dans un village où tout le monde connaissait tout le monde. Ce genre d'endroit où, lorsque vous arriviez au magasin, la dame savait déjà ce que vous alliez demander. Où les enfants jouaient dans les rues jusqu'à ce qu'il fasse noir et où les adultes discutaient dans les portails jusqu'à tard dans la nuit. C'était un endroit calme, chaleureux, sûr. Ou du moins, c'est ce que je croyais pendant les 22 premières années de ma vie.
Je m'appelle Valentina et j'ai grandi à San José del Sur, un petit village situé dans les montagnes du sud de la Colombie. Ce n'est pas un endroit que l'on trouve dans les guides touristiques. C'est trop petit pour ça. Il n'a à peine que 3 ou 4 rues principales, une église, une école et quelques magasins. Le genre d'endroit que les jeunes quittent à la recherche de villes plus grandes et d'opportunités. J'étais l'une de ces personnes qui prévoyèrent de partir, jusqu'à ce que la situation avec Doña Carmen change tout. Doña Carmen a toujours vécu au bout de la rue principale, dans une maison séparée du reste du village par un terrain vague couvert de hautes herbes. La maison était ancienne, construite il y a des décennies, avec des murs en torchis et un toit en zinc qui brillait d'une couleur vert foncé, ne s'accordant pas avec les autres toits du village. Elle avait un jardin, bien que l'appeler jardin soit généreux. C'était plutôt un espace clos où poussaient toutes sortes de plantes, certaines que je reconnaissais et beaucoup que je ne connaissais pas. Des herbes étranges, des fleurs que je n'avais jamais vues, de petits arbres aux feuilles sombres presque noires. Enfant, je me souviens que les autres enfants nous interdisaient de nous approcher de cette maison. Pas par peur d'elle exactement, mais par peur de ce que les adultes disaient quand ils la mentionnaient. Quand les grands parlaient de Doña Carmen, ils changeaient rapidement de sujet s'ils remarquaient qu'un enfant écoutait. Mais j'étais observatrice. J'écoute beaucoup plus que je ne parle, je l'ai toujours été. Et pendant des années, j'ai rassemblé des fragments de conversation, des regards échangés, des silences gênants. Ce que j'ai su, c'est ceci. Doña Carmen était connue dans le village comme une femme qui pratiquait la sorcellerie. Pas le genre de sorcellerie que l'on voit dans les films ou qui est mentionnée de manière désinvolte dans des conversations humoristiques. Les habitants en parlaient avec tout le sérieux du monde. Ils disaient que lorsque quelqu'un allait chez elle avec un problème, il en sortait avec une solution. Et que cette solution, presque toujours, venait avec un prix. Alors je lui ai demandé la seule chose importante. Combien demandait-elle? Ma mère m'a regardé et pour la première fois depuis des mois, elle a ri. Un petit rire triste, mais un rire quand même. Elle n'a pas demandé d'argent, a-t-elle dit. Elle a juste demandé que j'y aille seule, et qu'elle ne mentionne rien de tout cela à personne avant, après. Cela m'a inquiété. Plus que le rituel en lui-même, la condition d'y aller seule et de ne pas parler. Mais ma mère a insisté. Je l'ai vue heureuse pour la première fois depuis 6 mois, se préparant pour cette nuit. Elle s'est coiffée, a mis un chemisier propre, la première fois qu'elle se souciait de son apparence depuis la mort de mon père. Cette nuit-là, je suis resté seul à la maison. Ma mère est sortie à 10 heures du soir. Elle m'a dit qu'elle serait de retour avant l'aube. Je lui ai demandé de m'appeler quand elle serait de retour, de m'envoyer un message au moins. Les heures passèrent. À 11 heures, rien. À minuit, rien. À 1 heure du matin, j'ai essayé de l'appeler. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé des messages. Rien. Mon inquiétude grandissait lentement, comme de l'eau montant à mes pieds. À 2 heures du matin, je marchais dans la maison comme un cagé, incapable de m'asseoir. Incapable de penser à autre chose. À 2h40, j'ai décidé d'aller la chercher. J'ai marché dans les rues du village, qui à cette heure-là était complètement vide. Il n'y avait personne. Juste moi, l'obscurité, et les chiens qui aboyaient au loin. L'air nocturne à San José del Sur a une odeur particulière, humide, avec l'odeur des fleurs sauvages qui poussent sur les côtés des rues. Cette nuit-là, cette odeur était mélangée à autre chose. Quelque chose de brûlé, comme des cendres éteintes, mais avec un goût métallique en dessous. J'arrivais au terrain vague qui séparait la maison de Doña Carmen du reste du village. Les mauvaises herbes me montaient jusqu'aux épaules. J'ouvrais un chemin avec mes mains, faisant attention de ne pas trébucher avec mes pieds. Il était difficile de voir. Mon téléphone n'éclairait à peine qu'1 demi-mètre devant moi. Quand j'arrivais à la maison, je m'arrêtais. Quelque chose était différent. Je ne pouvais pas préciser quoi exactement au début. Puis je remarquais, toutes les fenêtres brillaient, mais pas avec une lumière normale de lampe ou de bougie. C'était une lumière tamisée, d'une couleur orange profond, presque rouge, et elle pulsait. C'était comme si la maison respirait. La lumière allait et venait rythmiquement, comme un battement de cœur. Mais quand je suis entré dans la pièce, elle a levé les yeux et m'a regardé directement. Et elle a cessé de lire. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle. » Sa voix n'était pas la voix âgée que je connaissais.
Elle était plus profonde, plus forte, comme si elle venait d'un autre endroit, d'une autre personne. « Où est ma mère ? Que lui fais-tu » demandai-je, essayant de garder la voix ferme bien que j'étais terrifié à l'intérieur. Doña Carmen inclina la tête, m'observant. Puis elle sourit, et ce sourire me parcourut tout le corps comme de l'eau froide. « Ta mère va bien. Elle parle avec ton père. C'est ce qu'elle a demandé, non ?» Je détournai le regard vers ma mère. Elle était complètement immobile, les yeux fermés, les lèvres bougeant à peine, comme si elle chuchotait. Et alors je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Il y avait une seconde ombre dans la pièce. Pas celle de ma mère, pas celle de Doña Carmen. Une ombre supplémentaire, de forme humaine, qui se tenait juste derrière ma mère. Ce n'était pas un fantôme au sens classique. Je ne pouvais pas vraiment la voir. C'était comme un creux dans la lumière, une zone plus sombre que le reste, en forme de personne, grande, mince. La silhouette d'un homme. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en désignant l'ombre. Doña Carmen suivit mon regard et hocha la tête. « C'est lui, ton père, ou ce qu'il en reste. »« Ce n'est pas possible, » dis-je, bien que je ne sois plus si sûr de rien. « Beaucoup de choses sont possibles, petite. Ta mère a payé pour cette nuit. Le prix est en train d'être payé. » Mon estomac se retourna. Je lui demandai quel était le prix. Doña Carmen ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de me regarder avec cette expression difficile à lire, mélange de pitié et de quelque chose de plus froid. « Tu ne devrais pas être ici, » répéta-t-elle. « Si tu es témoin de cela, le prix change. » Je voulais lui demander ce que cela signifiait, mais avant que je puisse parler, ma mère a ouvert les yeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Doña Carmen leva les yeux de son livre. Pour la première fois ce soir-là, je vis de la peur sur son visage, réel, authentique. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le livre. « Bon sang !» murmura Carmen. « Que se passe-t-il » demandai-je à nouveau, la panique montant dans ma gorge. Carmen ferma le livre d'un coup. Le mouvement provoqua un vent qui éteignit la lumière de la pièce pendant une seconde. Dans cette fraction d'obscurité totale, j'entendis quelque chose que je n'arrive toujours pas à oublier. Une voix. Pas la voix de ma mère, pas la voix de Carmen. Une voix différente, grave et profonde, qui venait de partout et de nulle part en même temps. Elle dit une seule chose. C'est fait. La lumière revint. Ma mère était debout, à l'intérieur du cercle. Ses yeux étaient normaux. Elle me reconnut. Elle semblait prise dans le cercle et paraissait confuse. « Valentina, que fais-tu ici? Quelle heure est-il » Je regardais Doña Carmen. La vieille dame était appuyée contre le mur, se tenant. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. Son visage était plus ridé que je ne me souvenais. Ses mains tremblaient et ses yeux ne brillaient plus. « Partez » murmura Carmen. « Partez maintenant. Emmenez-la chez elle. » Je m'approchai du cercle, prudemment, et tendis la main à ma mère. Elle la prit et sortit du cercle. Il ne se passa rien. Nous marchâmes vers la porte, sans nous retourner. Quand nous arrivâmes dans la rue, la nuit était normale. L'air sentait les fleurs sauvages, comme toujours. Il n'y avait pas d'odeur de cendre ni de quelque chose d'étrange. Comme si tout ce que j'avais vu à l'intérieur de cette maison ne s'était jamais produit. Ma mère ne se souvenait de rien. Je lui dis qu'elle s'était endormie chez Carmen et que j'étais venu la chercher. Elle parut gênée mais ne posa pas d'autres questions. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé ma mère de près. Elle semblait mieux. Ce n'était pas une amélioration soudaine, mais progressivement, jour après jour, l'obscurité qui l'enveloppait a reculé. Elle a recommencé à manger. Elle a commencé à sortir de la maison. Elle a commencé à rire, vraiment. C'était comme si le poids qui l'écrasait avait été soudainement levé. Je voulais croire que tout allait bien. Je voulais croire que Madame Carmen avait fait ce qu'elle avait promis, ramener mon père, et que ma mère avait libéré son esprit et pouvait fermer cette blessure. Mais alors les rêves ont commencé, chaque nuit, sans exception, depuis la nuit où je suis allé chez Carmen. Des rêves vifs, si réels que, en me réveillant, il me fallait plusieurs minutes pour me rappeler que ce n'était pas réel. Toujours le même décor. J'étais dans un endroit sombre, sans mur, sans toit, sans rien. Juste l'obscurité et moi. Et devant moi se tenait une silhouette. Grande, vague,
sans trait clair, juste une ombre de forme humaine. Dans les premiers rêves, elle ne parlait pas. Elle se contentait de me regarder. Elle était là, immobile, m'observant, et je ressentais sa présence comme une pression physique, comme un poids sur la poitrine qui m'empêchait de respirer normalement. Après quelques semaines, la silhouette a commencé à parler. « Te souviens-tu de la porte que tu as ouverte ?» disait-elle dans les rêves. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Je lui disais non, et la silhouette inclinait la tête. « Tu comprendras bientôt. » Pour le 2e mois, les rêves sont devenus plus intenses. La silhouette s'approchait un peu plus chaque nuit. Je pouvais sentir son froid, une température qui n'était pas naturelle. Et une nuit, pour la première fois, la silhouette a tendu la main vers moi. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant si fort que j'ai dû m'asseoir sur le lit et respirer lentement pour me calmer. J'ai vérifié l'heure. 3 heures du matin. Et alors, dans l'obscurité de ma chambre, j'ai senti que je n'étais pas seul. Je n'ai rien vu. Mais la pression que je ressentais dans les rêves, je l'ai ressentie éveillée. Dans ma chambre, à mes côtés. Ce matin-là, je suis allé voir Madame Carmen. Quand je suis arrivé chez elle, la porte était ouverte. Je suis entré dans le couloir. Les murs étaient propres, sans les symboles que j'avais vus cette nuit-là. C'était une maison normale, vieille, en désordre, mais normale. Je l'ai trouvée assise dans le salon dans un vieux fauteuil, tenant un verre d'eau. Quand elle m'a vu, elle n'a pas semblé surprise. Je me demandais quand tu viendrais, dit Carmen de sa voix normale, la voix âgée que je connaissais. Je lui ai tout raconté, les rêves, la présence dans ma chambre. Carmen m'écoutait sans interrompre, tenant toujours le même verre d'eau, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Quand j'ai fini de parler, Carmen est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a parlé. Quand ta mère a demandé à voir ton père, j'ai fait le pacte. Le pacte disait qu'elle amènerait son esprit pour une nuit, mais tu es entré, tu as vu, et cela a ouvert une porte qui n'aurait pas dû s'ouvrir. Je lui ai demandé quel genre de porte. Ce n'est pas ce que tu es entré, mais ce qui est entré avec toi, dit Carmen. Quand tu étais dans la chambre, dans le cercle où se trouvait ta mère, quelque chose t'a vu. Quelque chose qui était de l'autre côté de la porte que j'ai ouverte pour avoir ton père. Ce qui est entré cette nuit-là n'était pas seulement ton père, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui attendait derrière lui. Je lui ai demandé ce que c'était. Carmen regarda ses mains, tremblantes et vieilles. Je n'ai pas de nom pour ça. Je sais juste que c'est grand, et qu'il te connaît maintenant. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider, si elle pouvait fermer la porte, rompre la connexion, quelque chose. Carmen resta silencieuse longtemps. Puis elle dit quelque chose qui me marqua. Je peux essayer de le sceller. Mais chaque accord a un prix, ma fille. Et ce prix n'est pas le mien. C'est le tien. Je ne suis pas allé au 2e rendez-vous avec Carmen. Je suis parti du village 3 semaines plus tard. J'ai déménagé dans une grande ville, pensant que la distance pourrait aider. Ça n'a pas aidé. Les rêves ont continué. La présence a persisté. Nuit après nuit, la silhouette s'approche un peu plus. Elle n'est plus de l'autre côté de l'obscurité. Elle est juste à mes côtés. Et la nuit dernière, pour la première fois, je l'ai sentie me toucher. Une main froide sur mon épaule. Juste pour une seconde. Je me suis réveillé en criant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui est entré cette nuit-là avec ce que Carmen a apporté. Je sais juste qu'il est ici. Et que chaque nuit, il s'approche un peu plus. Et que la prochaine fois que je tendrai la main, je ne pourrai pas me réveiller. C'est ainsi que se termine ce que Valentina m'a partagé. Elle m'a dit qu'elle ne dort toujours pas bien, qu'elle ressent toujours cette présence, et qu'elle a consulté plusieurs personnes sans trouver de réponse. C'est une histoire qui m'a laissé réfléchir pendant des jours. Il y a des choses qui se déplacent dans les espaces entre un monde et un autre, et peut-être que Doña Carmen a ouvert quelque chose qu'elle ne savait pas comment fermer. Si cette histoire t'a marqué ou si tu as déjà ressenti une présence que tu ne peux pas expliquer, raconte-le-moi dans les commentaires. Cela m'importe beaucoup de lire ce que vous pensez. Que vous reposiez bien cette nuit. On se reparle bientôt.